Mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous ou de vous y intéresser en différé. Nous avons souhaité aujourd'hui évoquer ce que nous avons fait au conseil municipal il y a quelques jours, c'est-à-dire le rapport d'orientation budgétaire. Auparavant, sachez que nous avons remis un très beau chèque à l'association du Téléthon, puisque c'est 27 000 euros qui ont été ainsi remis il y a quelques jours. Et puis, nous avons accompagné notre ami Patrick Villardry de l'association Ulysse qui partait pour l'Ukraine avec 7 générateurs pour une petite ville d'Ukraine, Soumy, qui se trouve juste à la frontière russe. Et donc, en ce moment, Patrick Villardry est du côté de la Pologne. Il est tombé en panne avec un de ses fourgons, mais il fait de la réparation. Et donc, nous lui souhaitons bon vent, pas trop de vent d'ailleurs, parce que l'Ukraine, c'est un peu frais en ce moment, pour aider nos amis ukrainiens dans la difficulté. De la même manière, samedi, nous avons remis des cartes de nourrisseurs pour animaux sur notre commune. Nous avons une trentaine de personnes qui bénévolement aident les animaux, les chats en particulier, qui ne sont pas toujours très bien traités. Et vous savez que la cause animale est une cause importante pour nous. C'est d'ailleurs pour cela que lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé de donner un nom de rue à Brigitte Bardot. Donc l'avenue de la Batterie deviendra bientôt le boulevard Brigitte Bardot. Tout cela, nous aurons l'occasion d'en reparler et je reviens sur ce rapport d'orientation budgétaire que je veux vous présenter. Là, voilà, c'est ça, un rapport d'orientation budgétaire. C'est un pavé de 59 pages et même au temps de la dématérialisation, eh bien, il faut quand même voilà, faire des graphiques, des fromages et expliquer la situation de la commune, financièrement parlant, et quelles sont ses perspectives. Nous aurons le vote du budget le 9 mars. La loi nous oblige à faire ce rapport qui présente quelques données chiffrées. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire la lecture des 59 pages. Je vais essayer simplement de vous en donner quelques chiffres importants, parce que beaucoup d'entre vous sont des contribuables, pas tous, puisque cette année, effectivement, il y aura deux catégories de citoyens dans les communes françaises, ceux qui payent l'impôt à la commune et ceux qui ne le payent pas. Alors, il y en a déjà qui ne le payent plus, ce sont les locataires, mais les plus aisés payent encore. À partir de 2023, ça sera terminé. Il n'y aura donc plus que les malheureux propriétaires qui, eux, paieront la taxe foncière, comme on dit, hein, et qui seront ceux sur qui nous allons faire peser le poids de la fiscalité. Alors, je les rassure, on va essayer de ne pas trop les accabler malgré tout. Il y a un contexte international que nous présentons toujours. Vous le connaissez, la croissance se ralentit un peu partout dans le monde. Il y a un contexte national qui est l'inflation, qui est aussi les problèmes d'énergie qui coûtent plus cher, et puis la pénurie dont on parle peu et qui fait que nous, communes, quand on fait des travaux, eh bien souvent vous nous dites mais comment se fait-il que vous n'avez pas changé la lumière à tel endroit ou le feu de signalisation? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les pièces. Et donc ça prend aujourd'hui plus de temps qu'avant, puisque les entreprises ont pris la bonne habitude de ne jamais rien stocker. Donc on est toujours dans une demi-pénurie. Le contexte villeneuvois, bien, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais peut-être tout le monde n'en a pas les éléments. Nous avons un problème d'ordre structurel, comme beaucoup de communes, c'est que ce que l'État nous doit, je dis bien ce que l'État nous doit, eh bien, il ne le donne plus. On appelle ça la dotation globale de fonctionnement, 2,2 millions en 2013, et cette année, 350 000 euros. Voilà, nous avons perdu 82,7% de la dotation de l'État, dont je répète qu'il nous la doit, puisque nous faisons à sa place ce qu'il devrait faire. Mais non seulement nous le faisons à sa place, mais nous payons aussi à sa place. Dans le même temps, il nous a inventé des textes qui nous obligent à payer des pénalités ou des soutiens. La loi SRU, qu'on appelle ainsi, hein, Solidarité, Renouvellement Urbain, que moi j'appelle la loi Jospin, Guesso, Duflot, puisque c'est quand même ceux-là qui en sont les responsables, eh bien, nous oblige à payer des pénalités parce que nous n'avons pas suffisamment de logements sociaux sur la commune. Notre taux de logement social, c'est 8%, il faudrait qu'on en ait 25%.
Donc, vous voyez qu'on a encore de la marge. Ça nous vaut de payer 700 000 euros net à l'État parce que nous n'avons pas satisfait aux conditions d'une loi que je considère tout simplement comme scélérate. De même, la loi, alors cette fois-ci c'est Nicolas Sarkozy, l'aide aux communes pauvres. On appelle ça dans notre jargon le FPIC. Et le FPIC, le Fonds de péréquation et d'intercommunalité, nous coûte 500 000 euros par an. Donc si vous faites le calcul, on nous prélève 1,2 million et on ne nous donne plus que 350 000 euros. Bilan, eh bien, depuis 2017, c'est nous qui entretenons l'État, c'est nous qui finançons l'État sur le dos de vous, les contribuables villeneuvois. C'est bien de le savoir. Nous avons perdu ainsi en 10 ans l'équivalent de 15 millions d'euros, qui aurait été très utile pour la commune. L'autre aspect structurel, c'est la CASA, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. La CASA qui se trouve nous gérer en termes d'intercommunalité. Alors la taxe professionnelle qu'on appelle aujourd'hui la contribution foncière des entreprises rapporte chaque année 9 millions d'euros à la CASA et elle nous reverse 4 millions plus 450 000 euros de dotation, ce qui fait que nous perdons 5 millions d'euros, 4 millions et demi, 5 millions d'euros chaque année que nous pourrions avoir pour la commune pour financer justement le fonctionnement de la CASA. En 20 ans, la commune a ainsi perdu 100 millions. Voilà, c'est comme ça que nous devons faire un budget, comme vous-même, quand vous devez le faire, lorsque vous estimez vos recettes éventuelles et puis vos dépenses. Et nous, à partir de là, il faut qu'on paye tout ce que nous avons à payer, en particulier, et notamment le personnel. Nous avons 461 agents, dont 310 fonctionnaires. Et l'État, généreux, a décidé de revaloriser leur traitement cette année. C'est vraiment très, très sympa de leur part, sauf qu'il ne nous a pas prévenus. On a fait ça en cours d'année, au mois de juillet. 3,5 points d'indice, comme disent les médias. Alors, 3,5 points d'indice, dans la réalité, c'est 7 à 10% d'augmentation des traitements. Et ça pèse bien sûr sur la masse salariale, sans compter que les agents territoriaux ont des progressions de carrière, des réussites aux examens, et même ceux d'ailleurs qui ne travaillent pas progressent aussi dans leur carrière, ce qu'on ne raconte jamais. Moi j'appelle ça non pas l'ancienneté, mais l'usure. C'est-à-dire que même le gars qui est chez lui, pour des raisons diverses et variées, on continue de le payer. Non seulement on le paye, mais tous les 3 ans, on revalorise son indemnité. Ça n'a jamais dérangé personne. Mais enfin, pour nous, c'est une vraie réalité. Et pour 2023, ça sera 1 million d'euros de plus que nous aurons à trouver pour assumer ces augmentations. Pour information, nous avons réduit les heures supplémentaires de manière importante, tout simplement en mettant en 2017 nos agents dans le cadre de la loi. Vous savez, souvent, on évoque les agents municipaux qui ne font pas leurs heures de travail. Sachez qu'à Villeneuve-Loubet, ils font bien non seulement les 35 heures, 1607 heures de travail par an, mais en plus, ils en font même 36h30, puisque avec les syndicats, nous avons négocié 9 journées d'épargne-temps, ce qui leur permet d'avoir une plus grande amplitude de travail à votre service dans les ouvertures que nous avons justement de nos services municipaux. Les heures supplémentaires ont donc baissé, elles sont plus que de 135 000 euros. Elles ont atteint le poids il y a 10 ans de 770 000 euros. C'était énorme. Effectivement, on donnait des heures sup tout en faisant moins de travail et en ayant moins d'agents. Donc on a préféré avoir plus d'agents et qui fassent leur travail correctement. Et ainsi, nous avons moins d'heures supplémentaires. Un dernier bémol sur tous ces chiffres, l'absentéisme. Est-ce que c'est la suite du Covid? Vous savez que le Covid obligeait à rester chez soi 8 jours, plus s'il y avait des suites. Cette année, on a un chiffre assez aberrant de 950 000 euros, alors que d'ordinaire, c'était 700 000 euros le coût de l'absentéisme. Donc là, c'est beaucoup. Et c'est plus, par exemple, que ce que nous versons aux pompiers. Nous finançons la caserne de pompiers, les services pompiers, pour quelques 670 000 euros. Et très franchement, on va regarder de très près pourquoi on est arrivé à 950 000 euros d'absentéisme. Voilà, c'est des chiffres toujours un petit peu pénibles à entendre, mais on vous doit la vérité puisque vous êtes aussi contribuable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Cette année, on va essayer de maintenir l'investissement.
autour de 6 600 000 € net, parce qu'on ne peut pas réduire l'investissement plus que de raison. Il y a des choses en cours qu'il faut terminer. Par exemple, nous devons continuer sur la vidéoprotection, puisque nous allons avoir un nouveau quartier qui va se développer. La vidéoprotection, ce n'est pas la petite caméra qu'on installe chez soi, hein. Chez nous, c'est toujours 30 à 50 000 € par caméra, puisqu'il y a toujours à faire des installations de support. Ce n'est pas simplement le coût de la caméra. Changer la chaudière de l'école élémentaire Anthony Fabre, par exemple, hein, 660 000 €. Le marché de performance énergétique qui nous permet de mettre notre éclairage en LED et donc de réduire la consommation. Mais en attendant, il faut investir pour faire ces travaux. Donc nous allons faire cette année pour 660 000 € de travaux sur le quartier du Loubet qu'on appelle encore Navigateur. Nous allons également faire la mise en lumière de l'église et puis l'avenue de Bellevue. Et comme on a des travaux d'éclairage, on va refaire aussi ce qui est au sol, parce que refaire un éclairage avec un trottoir qui ressemble à rien, ça n'a pas de sens. Donc on va faire le trottoir de l'avenue de Bellevue. On va faire aussi la place de l'église pour qu'elle ait un beau parvis, plutôt que de regoudronner cette place qui n'est quand même pas tout à fait digne de notre patrimoine culturel. Service public également a engagé des travaux sur le nouveau cœur de ville, le cœur des Morettes, la mairie annexe, la police municipale à venir. On va commencer. Et puis des jardins, des pistes cyclables avec le département, sans le département. Enfin bref, tout ça, ça fait de l'argent. La salle Monique Maurice, qu'il faut bien terminer, puisqu'on a un dojo remarquable qui sera inauguré au printemps, mais c'est 1 700 000 €. Faire des nouvelles voies dans le cœur des Morettes entre la 7 et le Docteur Lefebvre, c'est aussi 1 million d'euros, le futur boulevard Général de Gaulle et toutes les voies adjacentes. Nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Alors, à partir de là, puisqu'on a des dépenses, comment on les finance? C'est facile, hein, c'est l'impôt, les économies, bien sûr. Alors ça, on continue les économies sur le fonctionnement, mais on ne peut pas aller plus que ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc la fiscalité, on ne va pas augmenter les taux d'impôt, puisque l'État s'est chargé de le faire à notre place. Il est bien aimable. Il a revalorisé les bases, ce qu'on appelle la valeur locative. Donc, on ne va pas en rajouter. On ne va pas faire comme Madame Hidalgo à Paris ou le maire de Grenoble qui augmente de 25-50% sur une base déjà augmentée de 7. Autant vous dire que la note sera lourde à Paris ou à Grenoble, et peut-être pas seulement que là, au mois de septembre prochain. Donc, ça ne sera pas notre cas. Nous allons faire un peu d'endettement, mais modérément, puisque 2,5 millions d'euros d'endettement nous laissera toujours une dette assez faible. Nous sommes autour de 801 € par habitant. Vous comparerez aux 4 500 € par habitant évoqués dans certaines villes de notre département ou agglomération. Donc 801 €. Et il ne faut pas craindre de faire de la dette. Je lis parfois qu'on est heureux d'avoir moins d'euros de dette, mais ça ne sert à rien de ne pas avoir de la dette. La dette, c'est fait, l'emprunt plutôt, l'emprunt, c'est fait pour l'investissement sur la longue durée, ce que ne fait pas l'État. L'État, il emprunte pour boucler son budget. Nous, on fait de l'emprunt pour financer une salle d'arts martiaux, par exemple, mais qui va durer 50 ans. Donc il est normal que ce soit les contribuables dans 20 ans, 30 ans qui continuent de rembourser l'emprunt, et non pas le contribuable d'aujourd'hui uniquement avec sa fiscalité. C'est du bon sens. Donc, vous voyez, il y a le bon emprunt et le mauvais emprunt. Le bon emprunt, c'est quand ça sert à financer des travaux qui vont avoir une durée de vie longue et non pas pour boucler le budget qui est déficitaire, comme le fait l'État français. Pour information, l'État français va emprunter 270 milliards d'euros cette année et passer allègrement la dette de 3 000 milliards d'euros. Il faudra bien la payer un jour. Et qui paiera? Eh bien, ce sera surtout les plus jeunes, et comme d'habitude, hein, plutôt que ceux d'aujourd'hui. Donc voilà ce qui nous attend pour le budget. Nous devons le clôturer bientôt, le clore plutôt, hein, et on le votera le 9 mars. Dernier élément dans ce rapport d'orientation budgétaire, une bonne nouvelle qui ne sont pas chiffrées mais qui sont de qualité de vie, va s'ouvrir une résidence senior médicalisée près de l'EHPAD Les Figuiers, avenue des Baumettes. Elle sera ouverte à partir du mois d'avril. Alors vous me direz, on n'est pas senior, donc on n'est pas concerné. Ben si, parce que ça sera un pôle de santé médical ouvert à tous. Donc c'est ça qui est important. Vous pourrez aller consulter
des médecins à cet endroit. Hein, c'est le premier point qui va s'ouvrir, en attendant d'autres sur le village notamment. Et puis un centre de kinésithérapie de qualité, en particulier sur les problématiques liées aux femmes, qui va s'ouvrir sur le boulevard des Italiens, au-dessus de la Vie Claire. Donc voilà, on a des projets en cours. Des docteurs s'intéressent à ouvrir des cabinets chez nous, et ça, c'est quand même le plus important. Pour conclure, bien, la commune a décidé d'offrir à tous les Villeneuvois qui n'ont pas de possibilité de soins de pouvoir se soigner à moindre coût. Je ne vous ferai pas le commentaire sur les difficultés qu'il y a aujourd'hui d'accéder aux soins, et nous avons décidé de faire un partenariat avec une mutuelle associative qui s'appelle Juste, comme disait François Pignon. Hein, c'est son nom, la mutuelle Juste. Elle est déjà opérationnelle à Mandelieu. Et donc, je signerai dans quelques jours ce partenariat avec la mutuelle qui va vous permettre de bénéficier à des conditions très, très avantageuses de remboursement de vos soins qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui ou qui vous coûtent très cher dans les mutuelles que vous payez. Et donc, nous ferons une réunion publique samedi prochain, le 11, à 11 h au pôle culturel, et je vous invite à venir nombreux pour écouter les conditions de pouvoir y adhérer, sachant que ce sont les travailleurs, les salariés de Villeneuve et aussi les résidents qui peuvent y souscrire. Donc le 11, ça sera, on se verra à cette occasion si vous le voulez. J'en profite pour vous dire que le 11, ça sera aussi le carnaval des kids sur la place de la République, et que les enfants profitent de ce bon moment. Et puis aussi de profiter d'une exposition à l'espace culturel André Malraux auprès de mon arbre, comme l'aurait dit Georges Brassens. Hein, et donc une très belle exposition avec 10 artistes. L'espace culturel André Malraux, c'est du côté de l'avenue du Docteur Lefebvre. Donc je vous invite à venir voir cette exposition magnifique. Voilà, c'était le petit tour d'horizon pour la circonstance. Et s'il y avait bien sûr des questions, ben c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, oui, il y a des questions notamment sur les constructions. Il y a Manon Duret qui vous remercie pour les précisions sur la loi SRU et qui demande où l'État compte construire, parce qu'on construit déjà beaucoup à Villeneuve-Loubet. Alors, on construit beaucoup à Villeneuve-Loubet et pas qu'à Villeneuve-Loubet. Il ne vous aura pas échappé que ça se fait partout. Alors, d'abord, on construit aussi parce qu'on a quand même une demande de logement. Hein, 500 Villeneuvois sont dans l'attente d'un logement auquel ils ont droit et qu'ils ne trouvent pas dans le privé. Donc ça, répondre à la demande des Villeneuvois, c'est déjà une nécessité. Après, il y en a d'autres qui ne sont plus Villeneuvois parce qu'ils ne pouvaient pas se loger ici et qui veulent revenir sur Villeneuve-Loubet. On les estime autour de 150, 200. Vous voyez que ça fait déjà 700 Villeneuvois intéressés par leur commune où ils vivent, où ils ont résidé. Après, il y a aussi tous les autres qui peuvent avoir de bonnes raisons de venir à Villeneuve-Loubet. Donc construire, en soi, ce n'est pas une absurdité. Le problème, c'est que la loi nous impose des quotas, des RIP qui sont insupportables et que nous ne respectons pas de toute manière. Alors, ce qui se construit sur Villeneuve-Loubet, ce sont d'abord que des terrains privés, c'est-à-dire que des gens vendent à des promoteurs qui sont très généreux, et à partir de là, les promoteurs viennent nous voir et nous disent, eh bien voilà, nous allons construire tant d'appartements avec un quota de logement social. C'est toujours 30%, puisque la loi impose un minimum de 30%. Et donc, nous devons faire avec. Simplement, nous essayons de trouver des compensations avec eux de qualité. Et le cœur des Morettes, où il y a beaucoup de constructions qui se sont faites, on va voir 2 jardins qui n'existaient pas s'ajouter à celui que nous avons déjà réalisé le long de l'avenue du Docteur Lefebvre. Et dans ce que nous avons fait à Villa Azur, derrière l'avenue des Baumettes, on va ouvrir aussi un jardin près de la crèche des Rives et de l'école Anthony Fabre. Donc vous voyez, construire, ben, on ne peut pas l'empêcher. Je lis parfois que des maires disent qu'ils vont réduire la construction de logements. C'est absolument faux. Nous ne pourrions pas réduire notre plan local d'urbanisme car l'État nous l'interdirait. Il refuserait de valider notre plan local d'urbanisation. Il a été voté en septembre 2013. Je n'étais pas maire à l'époque. Je ne l'aurais pas voté de toute manière, mais ceux qui l'ont voté à l'époque nous imposent
1350 logements sociaux à réaliser sur une période indéterminée, mais nous ne pouvons pas réduire ce quota et on est encore loin de compte. Donc, ce que nous faisons, nous, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne s'agglomère pas les uns aux autres, ces bâtiments, qu'il y ait des espaces de vie, de convivialité, d'équipement public. Par exemple, avenue des Cavaliers, il y aura une micro-crèche au rez-de-chaussée. Sur une autre construction, avenue des Morettes, il y aura un commerce. Donc voilà, on essaye d'avoir un équipement qui permette aux gens du quartier de profiter d'un mieux, et parfois de trottoirs qui n'existaient pas, parfois d'un éclairage qui était défectueux, pour rénover nos quartiers. Alors la phase délicate, bien sûr, c'est le temps de la construction des chantiers qui est particulièrement pénible. Alors justement, il y a Frédéric Piège qui demande si les promoteurs ont une obligation de replanter des végétaux autour des nouvelles constructions. Oui, nous avons, d'ailleurs, vous le constaterez, nous avons imposé dans notre PLU 30% de plantation en terre. Ce n'est pas des dalles avec du gazon synthétique ou un ersatz, c'est des arbres de haute futée. Vous pouvez aller voir toutes les constructions que nous avons faites. Il y a toujours plus d'arbres après qu'il n'y en avait avant. Et notamment dans la zone des Morettes du cœur d'activité économique que vous avez, où il n'y avait que du béton, que des dallages. Nous désimperméabilisons les sols et le logement permet de retrouver de la terre et des plantations en arbres. Et on aura l'occasion, lors de l'ouverture de ce secteur, de le démontrer aisément. Donc j'y ajoute en plus que dans toutes ces constructions, ils ont l'exigence d'un bassin de rétention des eaux pluviales qui non seulement désinondabilise l'endroit où ils sont implantés, mais aussi le quartier où il n'y en avait pas. Et c'est particulièrement vrai sur le cœur des Morettes, où la résidence des Morettes, qui était quand même une grosse construction des années 70, il n'y avait aucun bassin de rétention et toutes les eaux dévalaient sur la plaine, sur la Sète. Désormais, toutes ces eaux sont récupérées et sont traitées et les canalisations sont effectivement aussi élargies pour permettre de faire face à cet accroissement de population. Alors, il y a une autre question de Sylvie concernant le secteur des plans et de la bastide des plans dont il est difficile de sortir avec un accroissement de circulation et qui demande si c'est possible d'installer un radar qui fait passer le feu au rouge pour calmer un peu ceux qui roulent trop vite. Oui, c'est une bonne suggestion. D'ailleurs, on a notre société avec qui on a fait les panneaux électroniques dans toute la commune. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 25 panneaux dans la commune. Je crois qu'on est la seule à faire ça. Où dans chaque quartier, tout le monde sait ce qui se passe sur la commune. Parce que notre hantise, c'est toujours de donner l'information de ce qui se passe sur la commune. Alors, vous avez l'application maire et citoyen, bien sûr, désormais, mais il y a 25 panneaux électroniques. Et la société qui s'appelle Élan Cité nous a proposé effectivement des feux avec radar qui font que quand on ne respecte pas la limitation de vitesse, eh ben, le feu se met au rouge et on est obligé de s'arrêter. Donc, nous sommes particulièrement intéressés par cela. Et on a quelques secteurs, effectivement, sur les plans, sur le village aussi, du côté de l'avenue du Bosquet, où traverser la route est un exploit également, ou sur la Libération. Alors, nous l'avons déjà sur le pont. À partir d'une certaine heure, le feu se met automatiquement au rouge quand on arrive pour éviter que, vu que ça circule bien, on prenne l'avenue de la Libération comme tremplin. Mais nous allons le faire, nous allons opérer cela et on va l'inscrire dans notre budget. Alors, il y a une petite question sur la circulation de la Nationale 7 et une inquiétude sur les nouvelles constructions qui risquent de générer plus de trafic, et des fast-foods qui fleurissent et l'inquiétude pour savoir comment se garer. Alors, oui, je pense que c'est à l'usage qu'on aura la meilleure réponse. Parce que ce que je vais dire, la moitié y croira, pardon, et l'autre moitié se posera des questions. Alors, sur les logements tels qu'ils sont, il faut savoir qu'on a quelques 600 places de parking en souterrain et qu'à l'air libre, il y a 150 places de parking également qui vont sortir. Nous avons créé aussi 4 voies de circulation, donc tout ça, ça devrait au contraire permettre, malgré l'accroissement des résidences, de quoi circuler. Mais je veux dire quand même quelque chose que j'ai déjà dit précédemment, ce n'est pas l'habitat qui crée les problèmes de circulation, c'est l'emploi et le travail. Voilà.
La Bastide-des-Plans est un bon exemple. Il y a 130 logements. Il n'y a aucun problème de circulation à cause des 130 foyers des plans. Mais c'est à cause de Polygone Riviera ou des migrations du soir et du matin qu'on ne circule pas sur l'avenue des Plans. Et la 7, c'est pareil. Sachez qu'il y a 7000 emplois sur le cœur des Morettes, sur Paul Marina 7. Donc ça veut dire qu'il y a chaque jour 7000 salariés qui viennent là. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui viennent acheter. Donc c'est ça qui provoque des problèmes de circulation. Et en aucun cas, les 150 résidents nouveaux ou 200, parce que leur comportement est suffisamment individualisé pour se noyer dans la masse. Alors le département travaille de concert avec nous et travaille à 2 ronds-points sur la 7 et un réménagement à terme aussi du carrefour des Cavaliers. Donc Morette et Dr Lefebvre, il y a des ronds-points qui vont sortir, seulement il faut nous laisser le temps de les réaliser. C'est les négociations pour les terrains et puis la réalisation eux-mêmes. Mais 2025 est un bon horizon pour dire que la circulation sur la 7 commencera à être un petit peu plus convenable, sachant qu'aux heures de pointe, il ne faut pas rêver quand même. Quand tout le monde sort en même temps entre 5 et 6, ben, on fera toujours des files d'attente parce que les écoles, parce que le travail. Et donc, croire qu'on aura une fluidité sur la 7, c'est un petit peu rêver. Alors les fast-foods, bah, écoutez, on est bien heureux d'avoir des fast-foods. D'abord, personne n'est obligé d'y aller. Moi, personnellement, je n'y vais pas. Hein. Et donc, mais j'empêche pas les autres d'y aller. Hein. Et donc, le steak and shake va nous sauver la fontaine lumineuse quand même. Ce n'est pas la commune qui aurait pu investir dans le terrain et sauver cette ancienne station-service qu'on a connue dans les années 50. Et donc, grâce à l'investisseur qui va nous refaire un drive, un double drive qui rappellera un peu la station-service de l'époque et reconsolider l'emblème de la fontaine lumineuse, eh bien, on aura plutôt un signal positif du 21e siècle, différent, mais qui n'aura pas été mis de côté. Sachez que la fontaine lumineuse, ils auraient pu le raser parce qu'elle n'est pas du tout protégée, contrairement à tout ce qui a été raconté. Hein, c'est ce qu'on a découvert nous-mêmes. Mais nous avons discuté avec l'investisseur qui a accepté de le garder en totem. Et il n'y aura pas que des fast-foods sur la 7 parce qu'à Cap 7, il y aura un restaurant de grande qualité en terrasse avec la vue sur toute la mer. Et donc, il y en aura en fait pour tous les goûts. Voilà. Alors, il y a juste sur le même thème rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions, est-ce qu'on peut imposer aux occupants des nouveaux logements de n'avoir qu'un seul véhicule? Non, ça c'est impossible. En Union soviétique peut-être, mais en France c'est un pays libre. Et alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à chaque logement, on indique 1,5 place de véhicules. Mon prédécesseur avait fixé 2,2. Mais ça ne sert à rien de mettre des places imposées, puisque celui qui achète le logement n'est pas obligé d'acheter le garage. Et quand il a le garage, il n'est pas obligé de l'occuper. Bien souvent, il reloue. Donc, c'est assez illusoire de croire qu'on peut imposer un certain nombre de places dans les nouveaux logements. Et vous avez des gens aussi qui ont leur garage et puis qui en font une cave ou qui font des dépôts de toutes sortes et n'occupent pas leur garage et se mettent dehors. C'est vrai aussi dans les lotissements d'ailleurs. Pour vous donner un exemple d'ailleurs, quand on a mis en zone bleue toute l'avenue Jean Marchand pendant la période estivale et l'avenue de la Batterie, futur boulevard Brigitte Bardot, tout le monde a râlé, mais finalement, les gens ont été réoccuper leur propre garage ou ont été chercher des places ailleurs, bien sûr, mais en fait, ils n'occupaient pas leur garage et ils se mettaient sur la voie publique. Donc, c'est un débat sans fin, hein, et on ne peut bien sûr rien imposer aux occupants, aux nouveaux occupants. Alors, il y a une question sur l'éclairage public. Au Bastide-des-Plans, à 23 heures, l'éclairage diminue et au gymnase aussi. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il ne diminue pas? Bah, écoutez, ça va à l'encontre de tout ce qui aujourd'hui est signifié. Il y en a même qui éteignent totalement. Alors, vous voyez que pour faire plaisir aux chauves-souris du coin, hein, donc nous, on a fait le choix d'un éclairage qui se réduit entre 23 heures et 5 heures du matin. Il va progressivement de 100 à 10%. Donc, je ne pense pas que ça soit dérangeant. Mais enfin, s'il y a des vraies doléances, on regardera ça. Mais maintenir plein pot l'éclairage public, non, on ne le fera pas parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, d'éclairer pour éclairer. Nous, notre problème de l'éclairage, c'est de garantir la sécurité de nos concitoyens, leur tranquillité publique.
Et nous ne partageons pas du tout l'avis général, paraît-il, hein, de vouloir tout éteindre partout. Il paraît que ça n'a pas d'incidence sur la criminalité. Ben, nous en reparlerons d'ici 2 ans, 3 ans, quand on aura on aura un peu de recul et que les voleurs se seront adaptés, comme les chauves-souris, à la vie nocturne. Alors, rien à voir, il y a une question pour savoir s'il est prévu d'avoir des nouvelles classes de crèche. Oui, c'est prévu, mais ça ne sort pas comme ça, quoi. Alors, on va faire des micro-crèches, comme je vous l'ai dit, avec la construction Horizon Marine, avenue des Cavaliers. Il y aura une micro-crèche et on va encourager dans d'autres constructions de pouvoir ouvrir des micro-crèches. Mais on est bien conscient que il faut des places supplémentaires en crèche. Et donc, sur le secteur de l'avenue Max Chaminadas, nous avons délibéré il n'y a pas si longtemps que ça pour un projet de crèche de 60 places. Simplement, cette année, on va lancer les études. Et puis ensuite, il y aura les appels d'offres, puisqu'il y aura une délégation de service public pour cette crèche et sa réalisation. Nous avons considéré que c'était les professionnels qui étaient les mieux à même de faire des constructions adaptées, plutôt que la collectivité publique qui serait bien en peine de répondre à tous les critères. Et j'en parle à l'aise, puisque la crèche des Ferraillonnes, c'est durant mon premier mandat qu'elle a été initiée et terminée par la suite. Mais ça nous a pris beaucoup de temps et avec beaucoup d'erreurs commises et donc nous ne voulons pas recommencer ainsi. Et donc l'horizon, c'est 2025, 2026, si tout va bien, si nous avons des gens déterminés à construire ces crèches. Si ça n'était pas le cas, bien sûr, nous devrions prendre nos responsabilités et nous serions bien embêtés sur le plan budgétaire. Alors, il y a encore deux questions qui concernent la jeunesse. Est-ce qu'il est possible pour des enfants hors commune d'aller au Petit Musclé? Écoutez, comme c'est gratuit, je réponds non. Il n'y a plus qu'à demander à sa commune de faire pareil que nous, c'est-à-dire d'offrir ce choix incroyable à notre époque, de permettre à tous les enfants d'une commune de bénéficier d'éducateurs diplômés pour une matinée et faire des choses pertinentes, hein, ce n'est pas une garderie, mais de manière gratuite. Et là, nous ne faisons pas d'économie là-dessus, nous les maintenons. Nous avons même ouvert les petits curieux l'après-midi. Alors, on n'arrive pas à faire encore les 2 semaines de congé. On fait une semaine sur les 2. Ça va commencer là en février. Et non, quand on n'est pas de la commune, eh bien malheureusement, et même si on a des grands-parents sur la commune, ça ne marche pas non plus, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir, quoi. Il faut bien. Ça a un coût quand même, hein, pour la commune, hein. Par exemple, le centre de loisirs à Villeneuve, c'est un déficit de 560 000 euros, nonobstant ce que payent déjà les familles. Mais pour la commune, donc pour le contribuable, c'est 1,5 million d'euros. Bon, ben voilà, quoi, c'est pas mal. Et donc, pour les plus grands, est-ce qu'il y a un projet de lycée? Alors le projet de lycée, c'est un petit peu l'Arlésienne, puisqu'on me l'a vendangé pendant tout le temps où je n'ai pas été maire, hein, puisque malheureusement, ceux qui m'ont succédé en 2001 jusqu'en 2014 se sont ingéniés à brader ce que j'avais obtenu de la région, puisqu'il était dans leur programme d'investissement. Quand je suis revenu ici, le lycée, il était fixé sur la Bermonne, c'est-à-dire sur des terrains privés que la commune était incapable d'acheter, puisque ça représentait une somme de 10 millions d'euros. Nous l'avons rapatrié, son emplacement, devant le collège, près de la gendarmerie, sur les espaces qui nous appartiennent, puisque nous devons les donner à la région pour qu'ils puissent réaliser le lycée. J'ai rencontré Madame la rectrice à Noël pour lui parler de ce lycée. Visiblement, elle n'était pas du tout au courant, hein, vous voyez, que les choses passent et s'oublient vite. Donc, je l'ai informée de notre volonté d'avoir la réalisation d'un lycée. Donc, elle a pris bonne note, les documents que je lui ai amenés. Je pense que c'est une idée qui va faire son chemin. Nous avons les terrains, à ceci près qu'ils se situent en zone bleue, alors qu'on n'a jamais vu de l'eau sur ce secteur-là. Donc, il faut qu'aussi on puisse obtenir l'autorisation de la direction départementale des territoires et de la mer de considérer qu'il n'y a pas de risque particulier, puisqu'on n'y dormira pas. C'est un lycée de journée. On a suggéré à la rectrice une dominante internationale pour être un petit peu, non pas une annexe, mais un complément du centre international de Valbonne, qui est archi plein. Et si on veut des circuits courts, si on veut du développement durable, pourquoi aller jusqu'à Sofia quand on habite Cagnes, quand on habite Vence?
pourquoi ne pas aller simplement au plus court sur Villeneuve-Loubet? Maintenant, il peut y avoir d'autres orientations données. Un lycée qui ne dépasse pas 1000 lycéens aurait tout à fait sa place sur le secteur. Donc, on a posé les jalons, mais ça, je pense que ça va nous prendre encore un peu de temps avant de pouvoir rattraper ce que l'on a raté à une époque, parce qu'il était déjà situé dans les plans, hein, et il a été déplacé par les choix de la municipalité précédente, et à chaque fois sur des terrains privés inaccessibles à la commune. C'était un leurre, on a trompé les gens, donc nous, on l'a mis sur nos terrains, on peut offrir ces terrains à la région, faut-il que le rectorat, lui, décide qu'il y a une nécessité d'avoir un lycée et que la région soit en capacité de le financer ensuite. Alors, une dernière petite question concernant l'éclairage public, qui est un peu particulière, qui demande si, bien que privé, est-il possible d'avoir une solution d'éclairage public allée de Nolis entre la RD et les Trois-Moulins? Oui, on y travaille. C'est une question qui est récurrente, mais comme ça a échappé au marché de performance énergétique qu'on a sur 5 ans, l'Alénolis, dans sa partie basse, est une voie privée qui appartient donc à des gens qui sont aux alentours, des entreprises, des particuliers, et qui se moquent pas mal de savoir si ça doit être éclairé ou pas. Donc notre service travaux travaille sur ce sujet pour voir déjà le coût que ça représentera. Nous avons la possibilité de le faire puisque c'est une voie ouverte au public, mais nous voudrions quand même négocier ces terrains avec leurs propriétaires pour en être maîtres et non pas faire cadeau d'un éclairage sur du domaine qui resterait privé. Donc c'est ça qui prend un peu de temps, mais on est bien conscient de la nécessité de l'éclairage. Alors vous voyez que là, la question va à l'envers d'autres, hein, qui sont obnubilés par la pollution lumineuse. Ben là, vous êtes tranquille, il y a la pollution lumineuse. Il n'y en a pas à l'Énolis, donc tout le monde peut se retrouver à l'Énolis, hein, et profiter du ciel étoilé comme ça. Alors je plaisante bien sûr, on est bien conscient qu'il faut faire quelque chose sur le secteur, mais il faut d'abord qu'on le récupère dans le domaine public. Et c'est un peu compliqué, vous avez des gens qui vous répondent jamais, on a des propriétaires le long de la Lénolis, il y a un trottoir, on ne sait pas qui l'a fait, qui ressemble à rien, mais il n'est pas à nous. Et les maisons alentours, on leur écrit, ils ne nous répondent pas. Donc vous voyez, le citoyen a des exigences, mais il y en a d'autres qui sont bien contents de vivre hors système, si je puis dire. Donc il faut être tenace. Alors nous sommes tenaces, mais ça prend un peu de temps. Bien, écoutez, on a fait un joli tour de piste ce soir. Je vous en remercie et je vous invite à refaire la même chose dans un mois, le premier lundi du mois. Il y a beaucoup de questions qui interviennent notamment sur les réseaux sociaux. Nous les regardons attentivement. Faites-nous en part dans Maire et Citoyens. Maire et Citoyens, c'est gratuit. C'est une application qui d'ailleurs vous alerte quand il y a du vent comme hier, le coup de mer comme aujourd'hui. Donc vous avez toute l'information sur la commune en direct. Hein, il n'y a pas besoin de chaîne d'infos continue. Maire et citoyens, vous savez tout ce qui se passe sur la commune, les choses agréables, les manifestations, la newsletter qui vous donne tous les éléments. Et puis surtout, vous avez une remarque, une suggestion, eh bien, on vous y répond dans la mesure du possible. Et si l'écrit n'est pas suffisant, on peut la reposer justement avec l'émission Maire en direct, parce que c'est toujours mieux de se parler, de s'exprimer pour faire comprendre les choses qui, vous savez, à notre époque, sont toujours beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Et je ne sais pas s'il y a des économies d'énergie, mais nous n'en faisons aucune. Hein, nous mettons toute notre énergie à faire en sorte que tout paraisse naturel sur la commune, si c'est propre, si c'est entretenu, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. Mais comptez en tout cas sur notre détermination et continuez de nous solliciter parce qu'on est là aussi pour rendre des comptes et faire le travail pour lequel vous nous avez missionné. Je vous souhaite une bonne soirée et de participer à quelques-unes de ces manifestations. Et si vous avez des enfants, le carnaval des kids samedi, c'est toujours un moment très sympa. Et c'est notre carnaval à nous, en quelque sorte. Bonne soirée.